Pourquoi votre pays a-t-il encore envoyé aujourd'hui 70 missiles, c'est ce que disent les Ukrainiens, contre les installations électriques, contre une maternité, contre les immeubles du côté de Kiev? Quel est votre but? Bah, notre but, c'est la victoire, c'est clair. Et à mon avis, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous avez eue dans vos discussions sur le plateau, parce que on oublie les bombardements de l'OTAN, de l'ex-Yougoslavie, les bombardements de l'Irak. C'est tout à fait normal, c'est les cibles légitimes. La Russie ne vise pas la population civile, il vise l'infrastructure de l'Ukraine. L'infrastructure de l'Ukraine sera démolie et l'Ukraine sera envoyée à 18e siècle. Je ne suis pas d'accord avec les propos que la Russie n'a pas de succès sur le terrain, sur le champ de bataille, n'a pas des missiles. Vous inquiétez pas. Notre problème, c'est que on ne veut pas viser la population civile. Sinon, on pouvait raser sur le champ de bataille des dizaines de kilomètres du terrain avec les missiles que nous avons. Il y en a Mais Piotr Tolstoï, de fait, et la journée d'aujourd'hui le montre encore, vous ciblez les civils. Cette maternité, ce bébé de 2 jours mort dans la région de Zaporijjia, quel était l'objectif militaire? Écoutez, il y a toujours les victimes en guerre, mais de votre part, c'est l'hypocrisie de dire sur le bébé à Zaporojjie qu'en pendant 8 ans, vous n'avez pas remarqué les bébés qui sont morts à Donetsk. Il y en a plus de 200 bébés qui sont morts à cause des attaques ukrainiennes sur la population de Donetsk lors de la guerre civile en Ukraine. Et ça, vous comptez pas. C'est bizarre quand même. Et c'est pas du tout honnête et objectif par rapport à vos spectateurs. Mais c'est bien votre pays aujourd'hui qui bombarde depuis des mois l'Ukraine. C'est bien votre pays qui, par exemple, la semaine dernière, quand il y a eu cet incident, ce missile tombé du côté polonais, qui a reconnu la semaine dernière qu'effectivement, il y avait des séries de bombardements, notamment sur des infrastructures qui servent à la population civile. Écoutez, tous les bombardements qui aujourd'hui sont effectués en Ukraine, c'est les coups sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, qui ne va pas permettre de bouger à l'armée ukrainienne. Et plus vous aidez à l'Ukraine, plus long va durer cette guerre. C'est très simple. Et vous allez voir que de toutes les façons, la Russie ne peut pas perdre une guerre parce que les puissances nucléaires ne perdent pas des guerres, comme vous le savez. Et donc, plus vite on passe de cette stade de démolition de l'infrastructure de l'Ukraine à la stade des soi-disant négociations, peut-être pas avec les Ukrainiens, mais avec ceux qui prennent les décisions sur le sort de l'Ukraine. Et c'est pas l'Union européenne non plus. Mais attendez, Piotr Tolstoï, quand vous dites qu'une puissance... à la stade des négociations, moins il y aura des victimes. Quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, quand vous dites qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre, c'est clairement une menace d'emploi du nucléaire si jamais ça se passait mal pour vous en Ukraine, ce qui est visiblement le cas en ce moment. Pas du tout, c'est pas une menace. Nous, on veut pas utiliser l'arme nucléaire comme l'a fait les Alliés lors de bombardements de l'ex-Yougoslavie en 99, quand vous avez utilisé uranium dans les missiles de l'OTAN qui ont tombé sur le sol serbe. Et depuis, on a des centaines de milliers de Serbes malades à cause de ça. Mais personne ne dit ça sur le plateau des télés parce que c'est pas bien pour l'Occident. Ça gâchit l'image d'être très, très bon et très humaniste. Alors, pardon, Piotr Tolstoï, je vais vous prendre au mot ce soir. Ouais. Il est 23 heures. Vous nous parliez à l'instant de ce qui se passe dans le Donbass, du côté de Donetsk. Ça fait des mois que notre chaîne et d'autres rédactions françaises cherchent à aller voir ce qu'il se passe à Donetsk, cherchent à aller voir ce qu'il se passe dans les zones contrôlées par les Russes. Nous n'obtenons jamais de visa pour aller dans ces zones-là parce que la Russie nous refuse l'accès à ces zones-là. Pourquoi nous refuser l'accès? Et qu'est-ce que vous attendez? Vous avez refusé les visas pour tous les Russes, vous avez entamé 11 000 sanctions illégitimes contre mon pays, et vous attendez que la Russie vous reçoive à Donetsk. Mais vous êtes assez naïf. On va vous recevoir à Kiev ou à la frontière polonaise bientôt, mais pas à Donetsk à ce moment-là. Parce qu'il y a la guerre, il y a les soldats, il y a le déplacement de l'armée. Pourquoi vous croyez que vraiment la Russie va inviter les journalistes des pays qui mènent une guerre économique contre notre pays pour regarder comment notre
bougent sur le front, vous êtes bien naïf. Vous avez déclenché cette guerre, encore une fois, Piotr Tolstoï. Non, c'est pas nous ont déclenché cette guerre, c'est vous ont déclenché cette guerre, parce que toutes les préoccupations sur la sécurité qui la Russie depuis des années a déclaré devant l'Union européenne, devant les États-Unis, devant OTAN, etc. Vous avez ignoré. Vous avez pensé que, ok, les Russes ils ont perdu la guerre froide, on peut faire ce qu'on veut, on peut amener l'OTAN à la frontière de la Russie. Non, ça serait pas le cas. Et donc, vous inquiétez pas, nous, on ne veut pas les négociations là maintenant. Mais comme a dit M. Borrell, il faut gagner la guerre sur le terrain. On va gagner la guerre sur le terrain et la négociation à la frontière polonaise, on va vous inviter. Aussi les journalistes pour voir comment se sentent les Ukrainiens à l'intérieur de la Russie. Piotr Tolstoï, vous avez reculé ces derniers mois. Votre armée a reculé ces derniers mois, est partie de Tchernobyl, n'a pas réussi à prendre Kiev, est partie de Kharkiv, est partie de Kherson encore il y a 2 semaines maintenant. Recul sur recul. Et vous nous dites ce soir que vous irez jusqu'à Kiev. Ça reste l'objectif d'aller prendre Kiev et donc de faire sortir notamment Zelensky du pouvoir. Bien sûr. Bien sûr, notre objectif, c'est clair, c'est dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Ce que vous dites sur le regroupement de troupes russes, mais vous croyez quoi? Que la Russie a retiré les troupes de Kherson parce qu'il a peur de l'armée ukrainienne? Non, il faut regrouper les troupes avant l'hiver pour ne pas risquer les civils qui vivent à Kherson et qui sont partis avec l'armée russe, la plupart. Et pour ne pas risquer des vies de nos soldats. Nous ne sommes pas fous. Mais Kherson, c'est une ville russe, après le référendum qui a eu lieu récemment. Et vous inquiétez pas, on va revenir à Kherson, on va venir à Dniepr, on va venir à Kiev. Sans doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous n'avez pas de doute, il y a un autre scénario possible que je vous soumets. C'est ce que souhaitent faire les Ukrainiens. Après Kherson, ils ont visiblement la Crimée en tête. Ils veulent reprendre leur terre de Crimée. Si les Ukrainiens lancent une opération militaire, terrestre par exemple, sur la Crimée, une opération d'envergure, quelle sera votre réaction? Quelle sera notre réaction? C'est très simple. La Crimée n'a jamais été ukrainienne d'ailleurs. Et vous inquiétez pas, l'armée russe a assez de force pour faire reculer les Ukrainiens dans cette direction comme dans des autres. Les Ukrainiens, ces dernières semaines, perdent des milliers de soldats sur le terrain parce qu'ils essaient d'attaquer en vain. Et nous, on ne veut pas utiliser les armes lourdes qu'on peut utiliser pour vraiment, comme je vous ai dit, raser le terrain à des dizaines de kilomètres en profondeur de l'Ukraine. Nous, on ne le fait pas. Mais s'il y aura des attaques comme ça, des militaires ukrainiens qui vont venir auprès des chars russes, évidemment, ça serait une tragédie pour l'armée ukrainienne. Vous vous préparez à ça, visiblement, à cet assaut. Il y a des lignes de défense qui ont été construites, il y a des tranchées qui ont été construites par les forces ukrainiennes du côté de la Crimée. Vous vous préparez à cet assaut-là? On prépare à tous les scénarios, mais je souligne que nous sommes avec vous tout au début de ce conflit. C'est pour des années. Et c'est assez clair qu'aucune ligne de défense, aucun tranchée, ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment important dans ce conflit-là. Dans ce conflit, ce qui est important, c'est l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine, c'est les données des Sputnik américains à l'armée ukrainienne. Ça, c'est important. Et ça, c'est une aide pour laquelle vous allez payer le prix. Ça ne serait pas comme vous dites... Nous allons payer, c'est-à-dire Piotr Tolstoï, qu'est-ce que ça veut dire vous allez payer? Je vous explique comment vous allez payer ce prix-là. Ça serait cher pour la classe moyenne européenne, pour l'Union européenne qui va se mettre dans une crise économique, pour les politiciens qui sont aujourd'hui qui votent aujourd'hui les sanctions contre la Russie, le Parlement européen dit que nous sommes en état terroriste, etc. Tous ces gens-là vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Et les autres qui vont les échanger dans 3 ans ou dans 5 ans seront en queue pour mener les négociations avec la Russie. N'oubliez pas que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe.
Et ça a été 2 fois qu'on a eu une guerre avec l'Europe. La première fois, on l'a terminée à Paris et la deuxième fois au Berlin. Donc, quand je dis Kiev, c'est notre objectif, c'est encore bien modeste. Mais vous allez payer le prix de ce soutien de l'Ukraine par votre économie, par une douche une fois par semaine contre Poutine et par des autres conséquences économiques, inflation, prix de gaz, prix d'électricité. Je ne veux pas vous raconter, vous allez voir et on peut revenir à cet entretien dans quelques mois pour dire si j'ai eu tort. Piotr Tolstoï, question pour vous de l'un de nos invités en plateau, en l'occurrence Guillaume Ancel. Bonsoir monsieur, vous portez un très beau nom, mais vous faites une sale guerre. Vous avez fait tuer des dizaines de milliers de jeunes. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait la guerre? Bien sûr, j'ai pas fait la guerre comme un militaire, mais j'ai fait la guerre comme un journaliste. C'est bien sûr, mais non, donc votre réponse. Qu'est-ce que c'est la guerre? Je connais qu'est-ce que c'est la guerre, et vous n'avez aucun droit de me rapprocher les vies des dizaines de milliers de jeunes. Parce que vous avez, avec vos rhétoriques pseudo-humanistes, ont tué déjà des centaines de milliers, des gens dans tout le monde entier. Non seulement en Libye, en Irak, en Afghanistan. Ouais, vous avez répondu à ma question. Je voulais juste savoir si vous aviez conscience de ce que vous faisiez massacrer. Et je comprends que vous n'avez jamais fait la guerre. C'est sans doute pour ça que vous tenez un tel discours. Merci beaucoup. Je viens de me revenir du front du côté de Svatovo, de Belgorod. J'ai vu nos soldats, je connais qu'est-ce que c'est la guerre, et je connais bien que c'est pas pour des mois qui viennent, c'est pour les années. Donc préparez-vous avec tous vos reproches moraux, etc. Préparez bien parce que vous avez encore le temps devant vous. Mais Piotr Tolstoï, pardon, ensuite je laisserai la parole à Ulysse Gosset dans une seconde pour qu'on parle de Vladimir Poutine. Il y a une chose qui m'interpelle dans vos propos ce soir, c'est qu'étrangement ça a l'air de vous faire plaisir que ça dure pendant des années, qu'il y ait des souffrances côté ukrainien, mais qu'il y ait de la souffrance aussi côté russe chez vous, que ce soit parmi vos militaires ou que ce soit dans votre population, qui souffre aussi aujourd'hui. Écoutez, et les 8 ans que les Ukrainiens ont tiré sur les enfants de Donbass, on n'a pas souffert. Tous les années que les 20 millions des Russes ont été discriminés en Ukraine, privés de leur langue, privés de leur histoire, c'est pas en souffrance? Le Donbass qui appartenait à l'Ukraine, le Donbass qui appartenait à l'Ukraine. Vous avez annexé l'Ukraine au mépris de toutes les lois internationales. Vous avez annexé, la Crimée. Vous avez annexé le Donbass au mépris de toutes les lois internationales. Non, mais vous avez toujours dans votre tête les frontières qui ont été dessinées par Lénine et Staline. Mais nous, on parle des gens, des Russes, des 20 millions des Russes qui ont été mis sur le genou par les nationalistes ukrainiens depuis l'existence de l'Ukraine indépendante. L'Ukraine indépendante à qui la Russie a subventionné depuis les 20 ans avec le prix de gaz très bas, avec le soutien de leur souveraineté, etc. Donc au moment quand c'est fini, c'est fini. Les Ukrainiens maintenant, ils pensent qu'ils sont occupés, etc. On va prouver que ce n'est pas le cas. Ulysse Gosset, question pour vous, Piotr Tolstoï. Oui. Lorsque Vladimir Poutine a annexé la Crimée en 2014, il était au seuil de sa popularité, il était vraiment très populaire en Russie. Aujourd'hui, avec cette guerre en 2022, une guerre qui n'est pas d'ailleurs appelée guerre en Ukraine aujourd'hui en Russie officiellement, Poutine est en difficulté. Il n'a même pas pu se rendre au sommet du G20 pour représenter la Fédération de Russie. La Chine elle-même met en garde contre une perspective de guerre nucléaire qu'elle condamne. Quel est, à votre avis, aujourd'hui, le succès de Poutine dans cette aventure militaire qui est condamnée quasiment de façon universelle et qui fait craindre un retour de la guerre en Europe et pas simplement en Ukraine? Ulysse, merci pour votre question. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que quand vous parlez d'isolation de la Russie, d'isolation, affaiblissement de Poutine, etc., ça c'est une vision très occidentale. Lors de sommet de Van, Poutine n'a pas participé parce que, évidemment, il est président du pays qui mène une opération militaire, tandis que le ministre des Affaires étrangères a très bien
discuter avec ses collègues chinois, d'Indonésie, Inde, etc. Donc, vous avez une vision de l'Europe occidentale, de petits morceaux de l'Europe géographiquement, qui pensent que c'est vous qui êtes le monde entier. Non, c'est pas ça. Poutine ne souffre pas, je vous assure. Poutine ne souffre pas et même ne pense pas à tous ces idées de boycott et d'isolation de la Russie. Bien sûr, vous voulez l'isolation de la Russie, mais c'est pas le cas. Parce que aujourd'hui, mais vous ne pensez pas que Poutine aujourd'hui a des difficultés à faire accepter cette guerre contre un peuple frère, pour reprendre la propagande russe, contre les Ukrainiens qui il y a encore quelques dizaines d'années faisaient partie de l'ex-URSS. Est-ce qu'il n'a pas une difficulté à dire à ses compatriotes faites la guerre contre les Ukrainiens? Et est-ce que sa popularité n'est pas en berne? Et comment vous expliquez que le mouvement d'émigration en dehors de la Russie, vers la Géorgie, vers l'Occident, soit le plus important depuis la révolution de 1917? Ulysse, je vous assure que la guerre, c'est une responsabilité et un devoir très dur pour n'importe quel leader de n'importe quel pays. Si par exemple la France va mener une guerre en Afrique, le président français sera aussi peut-être préoccupé par ça. Donc, mais ce qui concerne vos illusions sur la popularité de Poutine, je vous assure que son taux de confiance est même plus haut qu'au moment de retour de la Crimée en Russie. Et deuxièmement, ça c'est pas exact, c'est pas exact, c'est pas exact. Si. Et tous ces, vous parlez de l'immigration, donc des jeunes qui ont peur, et donc quelques dizaines de milliers de jeunes qui ont parti dans les pays voisins. Là, ils ont parti il y a quelques mois. La plupart d'entre eux essaient de retourner en Russie parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens pour continuer la vie en Géorgie ou à Kazakhstan. On parle plutôt de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pardon, on a d'autres chiffres aussi, par exemple, sur ces Russes qui ont placé, ça ce sont des chiffres de la banque russe, qui ont placé de l'argent à l'étranger, ça s'envole aussi. On est à 30 milliards placés à l'étranger depuis le début de la guerre, visiblement par manque de confiance dans le système russe. Non, c'est les chiffres, malheureusement, pour les chiffres de la Banque centrale de placement des finances, les chiffres sont grands comme ça parce qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'échanger l'argent en Russie à cause des sanctions occidentales. Donc ce chiffre est très grand, mais c'est pas les chiffres, c'est pas l'argent des gens, c'est l'argent des entreprises et l'argent qui les entreprises maintiennent à l'Occident pour payer les crédits et les taux d'intérêt sur les crédits. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, des centaines, des milliers, non. Vous n'avez pas les statistiques. Nous, on a vu tout le monde qui ont franchi la frontière. On a les statistiques. Il ne s'agit pas même d'une centaine de milliers. Donc ça c'est les choses. Pardon, mais certains pays autour de vous donnent des statistiques qui dépassent les 100 000. Donc, mais les chiffres sont pas bons. Il faut les vérifier alors. Piotr Tolstoï, je reviens à Vladimir Poutine. On a ce soir ces déclarations de l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky, Arestovitch, qui dit Poutine a peur pour sa vie. S'il perd la guerre, au moins dans l'esprit des Russes, ça veut dire que c'est la fin pour lui au sens politique et même possiblement au sens physique. Poutine a peur? À mon avis, il n'y en a aucune chance que la Russie perd la guerre. Je vous ai dit déjà ça dès le début. Donc, à mon avis, Poutine n'a rien à perdre et on n'a pas encore commencé cette guerre. On a juste commencé l'opération militaire spéciale en préservant les vies des civils, ce qu'on fait jusqu'à présent. J'espère que les coûts sur l'infrastructure énergétique ukrainienne vont amener les civils qui sont aujourd'hui dans les villes peut-être dans les villages. Et ça va leur sauver la vie quand les troupes russes vont entrer dans les villes. Donc ça, c'est un argument tout à fait pour vous peut-être nouveau. Mais non, en tout cas, pardon, mais c'est pas la réaction que l'on voit et que nous décrivent nos reporters sur place quand ils interrogent les populations qui sont libérées effectivement de l'occupation russe, comme ça a été le cas à Kherson ces derniers temps. Bien sûr. Les reporters sur place ont déjà été privés d'accréditation à cause qu'ils ont pris les interviews avec les Russes qui ont regretté le départ des troupes russes.
Alors les Ukrainiens avec la liberté de parole, excusez-moi, ça c'est vraiment... Voilà, là, je ne sais pas ce que vous parlez, mais simplement une chose, j'ai encore deux questions à vous poser, Piotr Tolstoï. On a bien compris ce soir que votre objectif militaire, ça reste la prise totale de l'Ukraine. Vous dites on ira à Kiev, on ira jusqu'à la frontière polonaise. Est-ce que vous pourriez franchir cette frontière-là? Est-ce que vous pourriez faire déborder cette guerre au-delà du territoire de l'Ukraine? Mais pour quelle raison? Donc vous dites non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous êtes visiblement, dans le discours que vous nous donnez ce soir, il y a visiblement de la haine contre les Ukrainiens, mais il y a aussi une opposition franche par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Union européenne dans les discours que vous nous avez donnés ce soir. Vous pourriez être tenté d'aller plus loin que les frontières polonaises, par exemple. Je souligne que c'est pas nous qui sommes en source de cette opposition. C'est l'OTAN, c'est l'Union européenne qui aujourd'hui envoie l'armement lourd en Ukraine, qui tire sur les villes russes, par exemple. Donc c'est pas notre faute, c'est la vôtre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment, dans toutes les guerres, il y a un moment quand il faut arrêter, mener les négociations, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le moment, à mon avis. Et vous inquiétez pas, on va pas entrer sur le territoire polonais. On va laisser les Polonais pour l'Union européenne. Ça serait fini plus vite avec les Polonais. Et donc, j'ai aucune haine à des Ukrainiens parce que moi, je suis moitié ukrainien et j'adore l'Ukraine. Kiev, c'est la ville où est né mon arrière-grand-père et je veux pas permettre à M. Zelensky et toute la bande autour de lui, ni aux Européens, d'occuper ma ville, Kiev. Donc, disons que vous avez une étrange façon de montrer l'amour que vous portez au peuple ukrainien. Une dernière question, Elise Gosset. C'est pas une étrange façon, c'est le changement du régime politique soutenu par les Européens, donc par vous. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Une question sur dans le pays qui est le mien. Je suis né dans ce pays, c'est mon pays. Pourquoi c'est pas notre pays? C'est mon pays. Mais vous parlez des frontières qui ont été dessinées par Lénine et Staline à l'intérieur de l'Union soviétique et vous croyez que ces frontières, ça sert quelque chose pour 20 millions de Russes qui habitent en Ukraine et qui sont aujourd'hui toujours sous la presse des nationalistes ukrainiens. Ulysse, dernière question. Ouais, je rappelle quand même que l'indépendance de l'Ukraine a été décidée avec Boris Yeltsin, qui était à l'époque très proche de Vladimir Poutine. Et c'est comme cela que la Fédération de Russie également est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, une question à propos de M. Prigojine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va créer son propre parti? Est-ce qu'il est une menace pour le chef du Kremlin? Est-ce que vous êtes inquiet de cette montée en puissance de cet homme qui maintenant a quasiment une armée privée, qui a beaucoup de moyens, des moyens à la fois militaires, à la fois de police, des moyens sur Internet? Est-ce qu'il inquiète? Est-ce qu'il est une menace pour la stabilité du régime de Vladimir Poutine? Non, Ulysse, c'est encore une hypothèse malheureusement qui est loin de la réalité. Monsieur Prigojine, c'est vrai que il a peut-être des liens avec des bataillons, des bénévoles qui aujourd'hui combattent au front non loin de Donetsk et qui ont tué beaucoup des Polonais, des mercenaires américains, anglais, tous ces gens-là qui veulent se battre pour la démocratie ukrainienne contre les Russes. C'est vrai qu'il prend pas les prisonniers. Ça, c'est une chose qui provoque la haine contre lui et toutes ces hypothèses un peu bizarres parce que je lui connais. C'est un homme très brave et très bon. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'il menace quelconque à Poutine ou à un régime du pouvoir russe. Donc, ne vous inquiétez pas, là, on est tranquille. Merci beaucoup, Piotr Tolstoï, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Douma. Merci à vous d'avoir été en direct depuis la Russie ce soir.